Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h05. On poursuit cette matinée ensemble. J'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h30, à peu près. À 9h30, on retrouvera c'est Patrick Roger qui sera là sur Sud Radio pour parler de ces sagas familiales qui permettent d'entretenir la flamme du Made in France. On parlera de cette entreprise perpignanaise qui lance Camouflage, gamme de vêtements anti-couteaux pour protéger les agents de sécurité, également les professionnels d'autres secteurs, les particuliers également. On va parler de sécurité et on va parler de ces sagas familiales, de ces entreprises familiales qui permettent de mettre en avant ce Made in France qui est toujours là. Et justement, on va l'honorer donc tout à l'heure avec Patrick Roger à 9h30. D'ici là, 0826 300 300. Là oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour débattre de l'actualité, toute l'actualité. On va notamment parler de ce nouveau pape, le pape Léon XIV. On l'a découvert hier soir sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Ses premiers mots, on commence à voir un petit peu où il va nous mener. En tout cas, on lance les débats sur Sud Radio 0826 300 300 avec deux auditeurs qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. Ludovic qui est à Oubna. Bonjour Ludovic. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Comment ça va Ludovic ce matin? Écoutez, une très belle journée, donc tout va bien. Il fait beau, il fait bon. Il fait beau, il fait un peu frais, mais il fait bon quand même. Ça va remonter un petit peu. Oui, il paraît, ça va remonter. Bon, Ludovic, Léon XIV, donc ce pape, premier pape originaire des États-Unis, notamment pape assez jeune, 69 ans. Comment vous avez réagi en découvrant que c'était lui qui allait être le nouveau pape? Écoutez, moi personnellement, j'ai trouvé, alors je suis agnostique, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un pape qui, à mes yeux, qui revient sur certains fondamentaux de conservation de l'Église, mais aussi une ouverture au monde. On le voit dans son parcours. Il a quand même une licence de mathématiques et fait une maîtrise de théologie. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a l'approche et scientifique et aussi ouverte au monde. Et puis ces mots, les premiers mots, la paix, mission et synodalité, j'ai trouvé ça sympathique pour les croyants catholiques. Une façon aussi de renouer un lien, de réunifier une église qui avait peut-être été un petit peu bousculée par le pape François. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Ludovic. En tout cas, c'est cette impression d'unité que vous retenez également. Je pense, oui. Moi, à mes yeux, le pape François a quand même créé plusieurs clivages au sein de l'Église catholique. Et rien qu'on le voit lors de son élection, il avait une tenue différente. Là, il est revenu à la tenue qu'avaient arboré Benoît XVI et Jean-Paul II. Donc peut-être un peu plus traditionnaliste, mais aussi un pape qui, on sent aussi, c'est quelqu'un qui a du vécu. Il a été missionnaire, énormément sur le terrain au Pérou, et aussi quelqu'un qui a beaucoup participé aux relations au sein du Vatican avec les autres églises. Donc on sent qu'il y a une approche du terrain et aussi, on va dire, un peu plus politique au sein de l'église. Ludovic, vous restez avec nous, on prend des nouvelles d'Emmanuel de Suresnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Écoutez... c'était eu hier matin, Emmanuel. Ouais. Absolument. Alors imaginez-vous que... Alors vous aviez des pronostics, mais finalement, complètement. Les pronostics... écoutez, hier soir, je regardais une vidéo du pronostiqueur numéro 1, super connaisseur de la papauté aux États-Unis, qui disait il y a 0 chance que ce soit un pape américain. Tout le monde en fait a été pris par surprise. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, moi je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir choisi un Américain qui, en fait, c'est un pape des Amériques. Parce qu'il y a l'Amérique du Sud où il a beaucoup vécu au Pérou, et l'Amérique du Nord dont il est issu. Au passage, il s'appelle Prévost, ça veut dire c'est un nom français d'origine française. Alors on avait vu aux États-Unis, on dit Prévost. Bon. par son père. Ah oui, mais on disait Prévost aussi en France au XVIIIe siècle. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Alors, par ailleurs, sur le plan de la foi,
ce pape m'a l'air très bien. D'abord, c'est un augustinien. Saint-Augustin, c'est quand même la référence très très solide de la foi dans l'Église. Et puis, il a commencé tout de suite par dire des choses très claires. Il n'est pas arrivé en disant bonsoir les petits potes, mais en disant le mal ne prévaudra pas. Nous sommes dans les mains de Dieu, sans peur, unis, nous avançons, nous sommes les disciples du Christ. Alors, et donc il fait référence à l'ennemi numéro 1 du Christ qui est Satan, le mal. C'est donc il montre ce à quoi il croit, lui personnellement profondément. Sans peur, ça me fait penser énormément naturellement à Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Tout à fait. C'est important. Et puis, unis, nous avançons, nous sommes les disciples du Christ. Eh bien, ça veut dire, écoutez, traditionnalistes et autres, on est tous ensemble et on avance. Voilà. Donc, ça démarre très très bien. On verra. Alors, il y a un point que j'ajouterais, c'est que j'ai trouvé des gens mais qui le connaissent bien. Et qui disent que c'est un très bon gestionnaire financier. Or, la papauté a un peu des problèmes de gestion, un petit peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Pas au point de la France, mais c'est pas loin. Donc, si c'est un homme qui a le sens des réalités et de l'argent, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il a prouvé, il paraît que quand il gérait son job de missionnaire au Pérou, il était très efficace. Voilà. Alors, il y a plein de bons points. Moi, je suis très content. Très content. Un pape, alors on n'en a pas encore parlé. Politique, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça, Ludovic, peut-être. Moi, oui, je pense que il y a une approche. De toute façon, pour créer une relation avec d'autres églises, il faut avoir une approche un peu politique, mais parce qu'il s'agit d'harmoniser les esprits et de trouver des consensus. Et c'est ce qui ressort de ce pape-là, enfin du personnage, de tout son travail qu'il a fait en amont. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer ses idéaux et tout dans une approche de consensus. Il est même ouvert à pas justement par le fait qu'il soit synodal de vouloir qu'on soit ensemble. Poursuivre la réforme avec voilà les clercs, les laïcs. Il y a cette volonté effectivement de rassembler quoi. Voilà exactement. Et donc après, on peut se douter qu'il n'y aura qu'une approche de consensus dans le temps. Et donc voilà, on peut l'espérer en tout cas. Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter, c'est qu'il y a un évêque français qui l'a rencontré et qui lui a pas mal parlé, a dit il m'a impressionné par son esprit de synthèse. Donc un homme qui a l'esprit de synthèse, qui a eu comme le disait Ludovic, il fait des études de mathématiques et de théologie, c'est certainement un type assez brillant, il est allé sur le terrain, donc franchement, ça semble un très bon compromis et le type, si je peux me permettre, du Saint-Père. C'est bien familier. Je vous trouve un petit peu familier. Ouais, un peu trop là, pardon. Mais l'homme, le pape, me paraît bien câblé, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et ben voilà. On a Louis de Kergorlet qui est avec nous pour ajouter peut-être une précision avec cette affrontement. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça dans la nomination du pape Léon XIV, mais ce face-à-face entre lui et Donald Trump, qui a réagi d'ailleurs Donald Trump. Exactement, dans un post sur son réseau social. Alors il a annoncé quelle excitation, quel grand honneur pour notre pays, tout en rajoutant qu'il était impatient de rencontrer le nouveau chef de l'Église catholique. Mais sur le réseau social X, le nouveau pape Léon XIV s'est déjà montré très critique de la politique de Donald Trump, mais aussi de son vice-président J.D. Vance. Il manque pas de toupet d'ailleurs, parce qu'ils ont dit finalement, oui, il disait je vais le rencontrer, Léon XIV. D'ailleurs, ils nous ont contactés. Voilà, déjà, c'est une façon aussi de donner le change. Il donne le change. Je sais pas ce que vous en avez pensé à Ludovic, Emmanuel, Donald Trump, parce que forcément, c'est pas ce qu'il espérait, quoi. Oui, mais je crois que de toutes les façons, c'est un pragmatique, Léon XIV, donc il cherche l'unité, il est augustinien, donc il va pas. Il ira pas à l'affrontement. Aller dans le conflit. Je voudrais rajouter une petite chose. Oui. C'est un passionné de tennis, il joue très bien au tennis. Exactement. On pourrait peut-être l'inviter à Roland Garros. Voilà. N'empêche, un petit match Léon XIV Nadal, là, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Bon, en tout cas, vous prenez vos places, hein.
dans ce cas-là. Oui, ça c'est sûr, j'y serai. Prendrai la balle au bon. Merci beaucoup Emmanuel, merci Ludovic, je vous souhaite une très belle journée à vous deux et continuez d'être fidèles à Sud Radio, bien entendu. Dans un instant, on revient, autre débat, en un mot peut-être, Louis, on va parler notamment de Jean-Luc Mélenchon. Exactement, qui porte plainte face à Alain Jakubowicz, avocat et président d'honneur de la LICRA, pour une comparaison entre le leader de la France Insoumise et Joseph Goebbels, haut dignitaire et tête pensante de l'Allemagne nazie. Ça vous fait réagir, 0826 300 300, on se retrouve juste après ça. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. 9h17 sur Sud Radio. Dans un instant, dans quelques minutes, à 9h30, vous retrouverez Patrick Roger pour mettre en avant ces sagas familiales qui entretiennent la flamme du Made in France. Mais pour l'instant, on continue nos débats sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous continuez d'appeler Manu qui vous accueille au standard. Autre débat maintenant, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui porte plainte contre Alain Jakubowicz, qui est le président d'honneur de la LICRA. Il porte plainte contre lui après avoir été accusé, comparé à Goebbels. C'est ça, Louis de Kergorlet. Exactement, ce haut dignitaire tête pensante de l'Allemagne nazie. Une comparaison qui a eu lieu hier sur la chaîne BFM, qui a depuis présenté ses excuses et s'est désolidarisé. Jean-Luc Mélenchon qui a également pris la parole sur le réseau social X, où il a dit que la mise en examen sera une invitation à la mesure dans la légitime polémique politique publique. Je précise ce qu'a dit exactement Alain Jakubowicz. Il parlait, en fait, il réagissait à la sortie de ce livre, vous savez, La Meute, livre qui pointe d'une certaine manière les dérives de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, dérives présentées comme autoritaires, claniques. Et justement, la réaction, ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste, a dit Alain Jakubowicz, qui a ajouté toute proportion gardée. Je le cite, je vois un parallèle entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'Éducation, du peuple et de la propagande du Reich allemand. C'est fascinant et en même temps ça fait froid dans le dos. Voilà pour ces propos. Ça vous fait réagir. Olivier qui est avec nous de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir Olivier. Vous êtes électeur LFI, ça vous fait réagir? Ça vous choque? Bon, à vrai dire, on est habitué, on se fait traiter d'antisémite assez régulièrement, et il y a une telle parole donnée à l'extrême droite israélienne aujourd'hui sur tous les plateaux français que nous on est habitués. Après il faut arrêter. Donc tous les gens qui ont attaqué Jean-Luc Mélenchon pour antisémitisme ont été condamnés d'une part. Tous les gens qui critiquent Israël sont taxés d'antisémites ou de nazis. Et force est de constater qu'aujourd'hui il y a quand même Si, depuis le 7 octobre, on n'a pas le droit on n'a plus le droit. Non, mais souvenez-vous du communiqué de la France Insoumise juste après, c'est attentat du 7 octobre. Vous avez fait une émission sur le génocide, vous? Non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, Olivier. On en a dénoncé le génocide. On en a déjà parlé. Moi, sur votre plateau, on m'a même repris une fois parce que je parlais de génocide, alors que tous les experts le disent, que toutes les instances le disent. Là, ça, je peux l'entendre. C'est parce que factuellement, pour le moment, non, vous pouvez pas l'entendre. Ça n'a pas été qualifié. Un expert de génocide sur le plateau pour dire ça. Il y en a plein. Il y a des experts israéliens. Olivier, est-ce qu'on reçoit, Olivier, juste une question. Oui. Est-ce qu'on reçoit des élus, des députés de la France Insoumise? Oui. Est-ce qu'on a reçu Rima Hassan? Heureusement. Mais on l'a reçu. Mais c'est pas pour autant que vous dénoncez le génocide, ça n'a rien à voir. Rima Hassan, elle est obligée à chaque fois d'expliquer pourquoi elle peut parler de génocide, parce que tout le monde à l'international. Il n'y a qu'en France qu'on a ce traitement, et particulièrement dans les médias. Je vais être honnête. Au moins, Sud Radio, vous donnez la parole à tout le monde. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ce que vous défendez, mais vous avez le mérite de donner la parole à tout le monde. C'est notre principe, Olivier. J'en suis une vraie preuve. Par contre, il y a une espèce de banalisation dans les attaques insoumis contre les insoumis pour dire qu'ils sont antisémites, etc. Ce qui permet de ne pas parler du vrai problème, qui est le fait qu'aujourd'hui, il y a un génocide qui est perpétré par l'extrême droite israélienne et défendu par une majorité de médias et de politique de droite. Là, c'était pas le propos en l'occurrence d'Alain Jakubowicz. En l'occurrence, elle n'a pas arrêté Jakubowicz. Moi, je vous rappelle quand même que quand Mélenchon a dit, elle s'est désolidarisée de ses propos après.
Ouais. Non, attendez, non, ça, c'est trop facile. Oui, mais c'est déjà ça, Olivier. Mais si elle n'avait pas fait, vous lui aurez reproché. Après, c'est le boulot. C'est le boulot. Ce qui m'aurait plu, moi, c'est qu'Apolline dise à Mélenchon, dise à Jakubowicz, vous pouvez pas vous exprimer comme ça sur cette chaîne. Voilà, quand est-ce qu'à un moment donné, on ose dire les choses? Quand est-ce qu'à un moment donné, on dit pourquoi Netanyahou peut se permettre de dire on est le peuple de la lumière et on va raser Gaza et déplacer tout le monde? Ça ne dérange personne. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que ça dérange personne, Olivier. Regardez, quand ils ont dit récemment, ils ont voté pour l'évacuation de Gaza et le déplacement, les chaînes d'infos ont titré les problèmes à la SNCF, les problèmes. Je vous promets, il y a précisément on en a parlé de l'appel aux réservistes, on en a parlé effectivement une invisibilisation de ce qui se passe et une invisibilisation de la parole de gauche israélienne dans ce pays. Je trouve propos peut-être un peu excessif, mais bon. Passons, Olivier, sur cette affaire, sur Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Alors, il dit qu'il va porter plainte. On verra ce qu'il en est. Serge est avec nous également. Olivier, vous restez avec nous. Bien évidemment, je vous garde. Serge, bonjour. Bonjour. Bon, débat animé. Je vous écoute avec attention. Oui. Et j'aimerais savoir, alors en fait, je suis pas du tout mélenchoniste. Je trouve que Mélenchon, il souffle sur les cendres de l'antisémitisme et maître Jakubowicz s'est enflammé. Il a été bien trop loin. Oui. Mais d'un autre côté, alors puisque le sujet a été changé par votre précédent interlocuteur, je ne vois pas le rapport entre l'antisémitisme français qui se trouve en France et monsieur Netanyahou. Que je sache, les Français juifs français ne sont pas israéliens. Et de deux, tous les Israéliens ne suivent pas Benjamin Netanyahou. Je vois pas pourquoi. Mais ça, c'est la rhétorique des insoumis. C'est de mettre les Juifs français israéliens. Ils font pas la distinction. Premièrement. Alors, monsieur Olivier parle du génocide palestinien. Est-il déjà allé à Gaza? Connaît-il Gaza? Et pourquoi on ne parle jamais du génocide? Personne ne peut aller à Gaza. De toute façon, c'est fermé. Bon, effectivement. D'accord. Mais faut déjà bien connaître. Mais parce oui, que quand, je suis d'accord avec vous. Quand le député du COBU, on lui parle de Gaza, il ne sait pas répondre. Quand Mathilde Panot, on lui parle de Gaza, elle ne sait pas répondre. Et on ne parle jamais des chrétiens d'Orient, qui eux se font vraiment éclater. Alors je trouve ça vraiment scandaleux que la France insoumise trouve que les Juifs français sont israéliens. Il n'y a aucun rapport. Écoutez, on va poursuivre, on continuera ce débat. Serge, Olivier, je suis malheureusement obligé de vous couper parce que le temps file et que Patrick Roger arrive juste derrière nous. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, Olivier et Serge, et on aura l'occasion effectivement de revenir sur ces sujets-là et sur ces débats. Dans un instant, donc, Patrick Roger, La Vérité, en face, un tout autre sujet, les sagas familiales pour entretenir la flamme du Made in France. C'est à suivre donc avec Patrick Roger. Moi, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end.